En tant que parent, on a cette espèce de sentiment d'immunité que c'est tellement rare et pas dans l'ordre des choses que la probabilité, les statistiques pour que je sois touchée par la mort de mon enfant est tellement faible. C'est pas moi qui vais vivre ça. Et en fait, t'es sidérée parce que tu te dis, ça y est, j'appartiens à ce monde-là en fait. Et tu te sens extrait du monde des parents. Et toi, tu sais que tu viens de rentrer dans le monde des parents endeuillés. Et tu te sens tellement seule. Parce qu'en fait, ta peine est indescriptible. Eh bien, Élise, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Élise Panchou-Others, j'ai 45 ans et donc je suis la maman de 3 filles, Cléa, Zoé et Amy. Et ma fille aînée, Cléa, a mis fin à ses jours le 11 mai 2024. Bonjour Élise et merci de venir témoigner dans ce podcast. On a prévu donc 2 épisodes avec toi. On a consacré un premier épisode à Cléa avant son suicide, le parcours de ta fille, son mal-être, la maladie psychique, les tentatives d'aide, les failles aussi du système. C'était un témoignage très fort, essentiel parce qu'on l'a dit déjà dans le premier épisode, ça peut sauver aussi d'autres familles. C'est important de témoigner. En tout cas, toi, tu as envie de témoigner pour justement que ça ne se reconduise pas. Dans cet épisode, on va parler du moment où ta vie de maman a basculé et la reconstruction fragile, mais on l'imagine peut-être possible aussi. Nous parlerons de deuil parental, la colère, la fatigue et la survie. Élise, quand on a préparé cet épisode, je t'ai posé une question s'il y avait quelque chose dont tu ne voulais pas parler et tu m'as dit non, Julie, on peut parler de tout, on peut utiliser tous les mots. Donc déjà, merci pour ça. Tu peux nous dire pourquoi tu as envie aujourd'hui de témoigner justement ? J'ai envie de témoigner à double titre parce que la maladie psychiatrique qui touche les adolescents et les gens en général d'ailleurs est quelque chose qui me bouleverse. Et d'envoyer aussi un message positif, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut y arriver, que moi-même j'ai été percutée puisque je suis un dommage collatéral et que je suis aujourd'hui suivie pour une dépression liée au deuil de la perte de mon enfant et qu'on peut s'en sortir. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un peu ça le message. Voilà, et tu vas nous raconter justement toutes ces étapes qui te mènent aujourd'hui, parce que c'est assez récent, hein, Cléa, oui. C'était il y a 18 mois. C'est ça, il y a 18 mois. Il y a 18 mois. C'était le 11 mai 2024, la pire journée de ta vie. Tu rentres des courses et tu trouves ta fille inanimée dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Ce jour-là, il fait très très beau. Je suis dehors. Le papa de mes enfants revient des courses. Il dit à ma toute petite, va chercher tes sœurs pour ranger les courses. Et moi, je vais dans la buanderie, je range les bouteilles de jus d'orange et de lait. Et je suis juste sous la chambre de Cléa à ce moment-là. Et j'entends Amy dire, papa, Cléa, elle se réveille pas, c'est bizarre, elle fait des bruits bizarres. Et là, je l'entends hurler, Cléa, réveille-toi, Cléa, réveille-toi. Et je l'entends même lui donner des gifles, en fait. Et je crois que les bouteilles m'en tombent des mains, parce que je comprends qu'elle a fait une tentative de suicide. Et je monte les escaliers, je ne me vois même pas les monter d'ailleurs, et j'arrive dans la chambre, et elle est dans son lit. La respiration est très saccadée, ses pupilles sont dilatées, et elle ne se réveille pas, et elle est inanimée. Je suis complètement à côté de mes pompes. J'ai du mal à appeler les urgences. Enfin, j'ai l'impression que ça me prend une éternité. En réalité, ça me prend d'une minute. Et en fait, les urgences comprennent très vite que c'est grave. Mais moi, à ce moment-là, je crois vraiment que ma fille va s'en sortir, puisque c'est sa 4e tentative de suicide et qu'elle s'en est toujours sortie. Et là, moi, je ne crois pas qu'elle va mourir. Je crois qu'on va partir en ambulance. Je dis à ma fille Amy, va chercher mon sac à main. Le temps que le SMUR arrive, je vais aller dans l'ambulance avec Cléa. Je l'accompagne à l'hôpital. Les pompiers arrivent très vite. Ils arrivent en premier. Le SMUR arrivera plus tard. Et 10 minutes après leur arrivée, donc il la branche de partout. J'ai le pompier en chef qui regarde ses collègues et qui dit « Vous avez un pouls ?» Et là, ils disent « Non. » Mais nous, on est dans la pièce. Et là, je comprends que ma fille est en train de faire un arrêt cardiaque sous nos yeux. Et là, il la renverse, il la descend du lit, il la met au sol, et ils attaquent le massage cardiaque en attendant le SMUR. Et puis, le SMUR arrive, et là, on nous sort. Et moi, je reste derrière la porte de sa chambre, je suis
l'oreille collée contre la porte. J'ai besoin d'entendre en fait. Et là démarre un combat pour essayer de la réanimer, puisque donc elle est en arrêt cardio-respiratoire. On va tenter certaines choses. On a même, on parle de la sortir, de l'emmener en hélicoptère à Paris pour faire une circulation extracorporelle, pour nettoyer son sang, parce qu'on comprend, on trouve son journal intime et on comprend qu'elle a avalé énormément de cachets. Elle avait dupé ses psychiatres. En fait, ça faisait 2 mois qu'elle planifiait, le 17 mars, donc pratiquement 2 mois avant, elle écrit dans son journal intime qu'elle planifie sa mort pour les jours qui suivront la prise de ses 18 ans. Elle a pris 18 ans le 8 mai 2024. Et elle s'est donné 3 jours pour dire au revoir à tout le monde, à sa façon évidemment. Et dans la nuit du 10 au 11, elle a avalé plus de 90 cachets. Donc on sait qu'elle ne s'est donné aucune chance de s'en sortir. Et elle les a pris suffisamment tôt dans la nuit pour qu'on considère et qu'on estime que de toute façon, au petit matin, elle était déjà en état de mort cérébrale. Et que sa respiration en fin de matinée n'était plus que la fin de vie en fait. Et je comprends que le projet de circulation extracorporelle est abandonné par le chirurgien cardiaque de Paris parce qu'elle est dans un état trop avancé de dommages cérébraux. Et ma sœur est infirmière puéricultrice et elle a fait beaucoup de néonates et je savais que la saturation, c'était un vrai sujet et un vrai enjeu de survie. Et j'entendais le médecin qui parlait de sa saturation qui chutait. C'est l'oxygène, ouais. Et en fait, je comprends que sa saturation, plus elle est mauvaise, moins ses organes sont alimentés. Et en fait, au fond de moi, je comprends que tous ses organes vont lâcher. Et à 14h, il nous dit, il vient nous voir et il nous dit, écoutez, son cœur repart pas. Il fibrille pas, en fait. Et, mais bon, on l'a massé dès le départ. On va encore essayer... on va faire 2 phases, 2 essais. Et à chaque fois, on arrête et on voit ce que ça donne. Et il dit après, par contre, il faudra qu'on arrête. Parce que sa saturation est vraiment mauvaise. Et il dit, est-ce que vous voulez être auprès d'elle ? Je comprends que je vais dire au revoir à mon enfant. Et malgré tout, elle a écrit dans son journal intime qu'elle ne voulait pas qu'on la réanime. Elle a écrit son projet de funérailles dans son journal intime. Et malgré ça, je lui dis, Cléa, tu peux pas m'abandonner. C'est pas possible. Et jusqu'au bout, on va essayer. Et à 14h06, on arrête, son cœur repart pas. Et ces mots vont me hanter quand le médecin dit heure du décès, 14h06. Et là, tu comprends que ta vie ne sera plus jamais pareille, que tout s'effondre et que il y avait un avant et il y a un après, en fait. Et que tu viens de basculer dans un autre monde. Ça, je le comprends. Et là, je suis un robot. Je descends de sa chambre parce que c'est pas une mort naturelle, donc il y a une enquête. Ce que tu vis est complètement irréel. Ta maison se remplit. Il y a 3 camions de pompiers, il y a 2 camions, 2 ambulances chez moi. Je ne sais même pas comment je vais me coucher. Je ne sais pas si on me couche ou si je vais me coucher toute seule. C'est en état de sidération totale. Je suis en état de sidération totale. Là, suite à ça, tout de suite, on te propose un médicament ? Ouais, on me propose de me donner quelque chose pour me détendre et pour dormir. Et je refuse. Et je vais refuser longtemps parce qu'en fait, j'ai un rapport à la chimie et au traitement pour traiter les désordres psychiques qui est forcément un peu dogmatique. C'est-à-dire que ça n'a pas marché sur ma fille, pourquoi ça marcherait sur moi ? Ce qui est totalement ridicule. Et ça, tu nous en parleras après. Absolument. Ça fait partie de la reconstruction derrière. Exactement. Ça fait partie des luttes contre moi-même que j'ai dû mener pour accepter qu'à un moment, on a besoin d'une aide qui n'est pas que orale. Ça doit passer aussi par un traitement médicamenteux. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas qu'il y a une enquête, justement, quand il y a un suicide chez soi, à la maison. Il y a une enquête et on est entendu. Dès le lendemain, on est convoqué à la gendarmerie avec son papa pour s'assurer que, c'est pas un meurtre. Je suis entourée de beaucoup de bienveillance. Je dois reconnaître que les gendarmes sont très attentifs. Ils saisissent les affaires de Cléa, donc on ne peut pas avoir les réponses tout de suite.
En revanche, ils ont la grande délicatesse quand il y a ce qu'on appelle la levée du corps, c'est-à-dire que l'autopsie est terminée, que les conclusions sont qu'effectivement c'est une mort par suicide. Le contenu de son estomac aura été analysé et il y aura eu des analyses sanguines qui ont été faites pour déterminer les causes de sa mort. Et donc elle est morte par intoxication médicamenteuse. En fait, elle a dupé son psychiatre pendant 2 mois. Elle prenait que la moitié de son traitement. Et elle avait volontairement été très aggravante dans ses symptômes auprès de son médecin pour qu'elle ait une grosse dose. Et comme ça, elle avait, une dose de confort pour essayer de tenir le coup. Et elle mettait de côté la moitié de son traitement. Et elle a tenu une comptabilité des cachets qu'elle avait de côté. Elle comptait les milligrammes. Et j'ai retrouvé dans l'historique de sa tablette des recherches sur le dosage létal qui lui permettait avec certitude de savoir que là, cette fois-ci, elle ne se louperait pas. Elle était déterminée. Elle était totalement déterminée. Et d'ailleurs, quand les gendarmes nous rendent son journal intime, sa tablette, ses affaires personnelles qui lui permettaient de comprendre, il est venu nous rendre chez nous. On ne nous a pas convoqués à la gendarmerie. J'ai trouvé ça très gentil. Il nous a dit, vous savez, on est tous choqués à la gendarmerie du décès de votre fille. C'est violent. On a de la peine pour vous. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on est sidéré par sa détermination, par le côté presque chirurgical avec lequel elle a préparé sa mort. Elle organise même ses funérailles. Elle fixe les règles de qui récupère ses affaires, qu'est-ce qu'on fait de l'argent sur son compte épargne. Tout ça, elle l'a écrit. Et les musiques pour ses funérailles. Elle explique qu'elle veut être inhumée et pas de crémation. Elle écrit « Il y a eu trop d'incendies dans ma vie ». Elle veut idéalement une cérémonie religieuse, alors que son papa et moi ne sommes pas croyants, mais on va forcément honorer toutes ses dernières volontés. Donc on va faire une cérémonie à l'église le 21 mai 2024, et durant laquelle sa professeure de violoncelle viendra jouer, l'organiste est un homme qui m'a enseigné la musique. Et il y aura de très beaux témoignages. Il y a 600 personnes qui viennent à ces funérailles. Ça me fait du bien de savoir que le monde est touché. Des fleurs. Enfin, il y avait un parterre de fleurs de 30 mètres carrés, couvert de fleurs. Ça tombe, croulait sous les fleurs. Et on avait des cartes, même des inconnus, des gens que je ne connaissais pas. Des parents qui m'ont dit « Elle a aidé mon enfant ». Elle a été une amie présente, elle a été une amie à l'écoute, elle a été une amie aidante. Ses professeurs qui me disaient combien elle était intéressante, combien elle était douce et bienveillante, combien elle était attentive aux autres, combien elle était en quête d'une paix dans le monde. Et de savoir que, certes, elle n'a vécu que 18 ans, mais qu'elle a autant marqué son entourage, c'est un cadeau pour un parent. De savoir que sa vie a compté et qu'en traversant la vie des autres, elle les a marqués d'une empreinte positive. Quand j'ai fait une petite cérémonie le 8 mai 2025, où elle aurait dû prendre 19 ans, une amie à elle est venue avec son papa. Et son papa me dit « J'accompagne ma fille parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Cléa a été présente dans la vie de Madina quand Madina allait très mal. Et je crois que si Madina va mieux, aujourd'hui, c'est grâce à Cléa. » C'était quelque chose d'assez bouleversant et de très très significatif de qui était Cléa. C'est aussi comme ça qu'elle continue à exister aussi. Absolument. Et c'est comme si elle avait eu une empreinte assez exceptionnelle en fait et assez extraordinaire dans la vie de certaines personnes que j'avais pas soupçonnées. Et ces témoignages d'anonymes me font beaucoup de bien parce que je me rends compte que ce qu'elle a laissé en 18 ans de vie est bien plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Et de savoir qu'elle a pu aider, c'est tellement précieux en fait. Pour toi, c'est le chaos, hein, suite à tout ça, mais tu continues à travailler. Oui, en fait, le lendemain de ses funérailles, je retourne au boulot. En réalité même, j'y vais avant, parce qu'elle décède le 11 mai, et le 15 mai, je suis au bureau pour déclarer mes charges URSSAF.
Et le 22 mai, je suis au bureau pour télédéclarer ma TVA. Et en fait, je comprends que ça sert à rien de rester recroquevillée sur un canapé en boule à pleurer la mort de mon enfant. De toute façon, je suis dans un état de sidération, donc à ce moment-là, je suis un automate. Et tout est irréel. Tous les matins, je me lève, en plus il fait beau, et j'entends les oiseaux chanter, je vois les voitures passer, les enfants aller à l'école, et je me dis la vie continue, alors que celle de mon enfant s'est arrêtée. Et c'est comme si la mienne s'était arrêtée. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis aspirée dans un autre monde, comme si on m'avait tirée en hauteur, et je deviens observatrice du monde. Et je me sens totalement désancrée du monde. Je me lève le matin, je mets mon réveil, je petit déjeune, je me brosse les dents, je m'habille, je vais au travail. Je fais ce qu'on me dit de faire. Alors je le fais pas très bien. J'ai une concentration très mauvaise. Mon cerveau en permanence est percuté par ma douleur. J'ai un besoin de sortir les photos, d'entendre sa voix, de regarder les vidéos. J'ai besoin de la raccrocher encore au monde réel. Et donc j'interromps constamment mon travail pour la voir. Et donc je ne suis pas très concentrée. Mais je travaille. Et en revanche, je suis en colère constamment. Dans les réunions, quand on traite de sujets que je trouve futiles, j'ai envie de me lever, de claquer la porte et de dire « Mais vous vous rendez compte qu'on se prend la tête pour ça ?» Moi, ma fille, elle est morte, en fait. Tout ça est tellement disproportionné. Mais je ne le fais pas. Et j'écoute, je prends des notes. Mais je suis dans le coton total, en fait. Et à ce moment-là, je refuse tout traitement, bien entendu. Je décide très vite de voir un psychologue. En fait, je prends d'abord rendez-vous pour mes 2 filles, parce qu'elles ont vu leur sœur mourir. Et je ne veux pas que l'histoire se répète indéfiniment, et que les traumas génèrent chez 2 petites filles sensibles les mêmes problèmes que Cléa derrière. Et elles ont l'air de résister au début, mais comme je dois avoir l'air de résister aussi, oui. Il y a plein de gens qui me disent « Mais comment tu as pu faire un discours aux funérailles de ta fille ?» Mais parce qu'aux funérailles de ton enfant, tu es un robot. Tu es l'ombre de toi-même, en fait. T'es pas en état d'être triste. Tu ne peux même pas l'être. Tu es désespéré, mais ce désespoir, il se voit pas, en fait. Il est totalement intérieur. C'est un état qu'on ne peut pas comprendre si on ne vit pas la chose. C'est ça. J'ai des connaissances qui ont perdu leur petit garçon en juin 2020 d'un AVC. Quelque chose de très brutal, il avait 9 ans. Et je portais toujours un regard assez fasciné sur eux parce que je me demandais comment on pouvait encore vivre après la mort de son enfant. Je les trouvais tellement courageux. Mais moi, je n'appartenais pas à ce monde-là. Moi, j'appartenais au monde des parents qui vont voir vieillir leur enfant. Moi, j'appartenais au monde de ceux qui ne seront pas touchés par le malheur. J'ai jamais été, j'ai une belle vie. J'ai un travail, les fins de mois ne sont pas difficiles. J'ai un mari qui m'aime et qui est adorable. J'ai 3 enfants. J'ai pas de problème dans ma vie, en fait. Tout va très, très bien. Je sais pas, en tant que parent, on a cette espèce de sentiment d'immunité que c'est tellement rare et pas dans l'ordre des choses que la probabilité, les statistiques pour que je sois touchée par la mort de mon enfant est tellement faible. C'est pas moi qui vais vivre ça. Je vais vivre d'autres drames, mais pas celui-là. Et en fait, tu es sidérée parce que tu te dis, ça y est, j'appartiens à ce monde-là, en fait. Et tu te sens extrait du monde des parents. Et toi, tu sais que tu viens de rentrer dans le monde des parents endeuillés. Et tu te sens tellement seule. Parce qu'en fait, ta peine est indescriptible. Quand j'ai accouché de ma petite dernière sans péridurale, j'ai mis un niveau de douleur à 10 sur 10. J'ai même dit, je vais mourir. 4 kg 100, je les ai sentis passer. Et en fait, perdre son enfant, c'est 1000 sur 10. Ça te fracasse. En fait, c'est comme si je m'étais pris une chevrotine dans le ventre et qu'on m'avait troué le ventre. Je le vis comme ça, en fait. Je me sens plaquée au mur et je me sens inerte, incapable de réagir. Et en plus, tu dois faire face à toutes les maladresses. Tu sais, ça va demander du temps. Je crois que s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas dire à un parent endeuillé, c'est ça. Parce qu'en fait, le deuil d'un enfant, c'est le deuil d'une vie. Comme si le processus de deuil avait une temporalité.
le processus de deuil, et d'ailleurs c'est vrai pour tous les deuils difficiles, c'est le processus d'une vie, en fait. Je vais mourir avec ça. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 6 ans. Ce sera dur toute ma vie. Du coup, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que c'est vrai qu'on est bête par rapport à ça. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux attendre des autres? Enfin, si on te croise, on te dit ça va, et puis après on se dit, mince, on ne peut pas lui dire ça va. Enfin, En fait, il faut poser la question. Voilà. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai pas le courage de te demander comment ça va. Et moi, je leur réponds, t'as pas le courage? Tu crois que j'ai le courage de quoi, moi? Il faut se dire que quand on est face à quelqu'un qui vit une telle épreuve, il faut savoir faire preuve de courage. Parce qu'en face, ce que la personne vit est tellement indescriptible, innommable, que le courage dont on doit faire preuve pour demander comment ça va, c'est rien à côté du courage qu'il faut pour se lever tous les jours avec ça sur le cœur, en fait. On a juste besoin que les gens soient attentifs. Et moi, il y a des jours, je réponds « aujourd'hui, ça va ». Et il y a des jours où je réponds « aujourd'hui, ça va pas ». Et le fait de pouvoir le verbaliser permet à mon entourage d'adapter son attention et sa communication à mon état. Et les jours où ça va pas, on me laisse tranquille. Et les jours où ça va, on fait et on vit. C'est vrai qu'on a parlé dans le premier épisode que tu n'as pas été soutenue quand Cléa était en hospitalisation. Enfin, vraiment, tu n'as pas trouvé de groupe de parole, tu as écouté des podcasts, justement, c'est des choses où tu t'es sentie un peu moins seule à écouter d'autres témoignages. Et là, aujourd'hui, en tant que parent endeuillé, est-ce que, justement, tu es suivie? Enfin, tu es suivie, oui, mais est-ce que tu arrives à parler, d'avoir des groupes de parole? Est-ce que, il y a une aide? Alors, il y a des mamans endeuillées, parce que les papas endeuillés ne parlent pas. Il y a des mamans endeuillées avec lesquelles j'ai des échanges réguliers, en fait, et ça me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, je parle avec des gens qui comprennent ma peine et la vivent. Et alors, ça me fait du bien de parler avec des mamans endeuillées qui sont avancées dans le processus de deuil plus que moi, parce que de les voir vivre me donne beaucoup d'espoir sur ce que je peux espérer être dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça m'aide beaucoup, en fait, ça me tire. Et puis, en fait, on a besoin d'être compris. Et je crois que c'est la première chose dont on a besoin en tant qu'être humain, c'est d'être compris. Et je sais qu'en discutant avec ces parents-là, je suis totalement audible et totalement comprise. Parce qu'après, il n'y a pas de solution miracle. Non. Oui, le temps apaise, ça c'est certain. Mais juste... moi, la première année, j'étais incapable d'entendre cette formule. Elle me tenait envie d'hurler. Et j'avais envie de dire, mais j'ai pas perdu ma grand-mère, j'ai pas perdu mon chat. J'ai perdu mon enfant, mon bébé, le fruit de mes entrailles. Et c'est pas dans la logique. Et c'est pas dans la logique des choses, en fait. On ne doit pas voir ses enfants mourir. Nos enfants doivent nous voir mourir, mais pas l'inverse. Et en fait, t'as envie de secouer les gens qui te disent ça et t'as envie de leur dire, mais arrête, tais-toi. Tais-toi, ça me fait trop de mal, en fait. Tu me fais du mal. Mais sauf que on se retient parce que les gens qui nous disent ça sont souvent des gens qu'on aime énormément et c'est juste de la maladresse. Et d'ailleurs, je leur en veux même pas parce que, en vérité, j'ai probablement été maladroite moi aussi avec des parents endeuillés. J'ai certainement dû dire ça aussi parce que je le savais pas, on m'avait pas dit, on m'a pas expliqué ce qu'il fallait dire. Et je crois que la deuxième chose aussi, c'est on m'a souvent posé la question de qu'est-ce que je peux faire pour toi. J'en sais rien. Et en fait, ce dont j'ai eu besoin, je m'en suis rendu compte, c'est ceux qui ont fait pour moi sans me demander. En fait, qui ont pris les choses en main sans me demander. C'est probablement ce qui m'aide et ce qui me touche le plus et vraiment quelque chose de fondamental. C'est quelqu'un qui va arriver avec le repas préparé. Tiens, je t'ai préparé des tupperwares de nourriture. Comme ça, quand les jours où ça va pas, t'as pas à cuisiner et tu vas quand même bien te nourrir, parce que c'est important. Et de dire, cette galère administrative, là, je vais m'en occuper pour toi, t'inquiète pas. Je vais appeler l'administration, je vais le faire pour toi. C'est te soulager ton quotidien sans que tu aies la demande de le faire. Quoi. C'est ça, pour que je puisse faire face à toutes ces errances mentales où parfois tu décroches et t'es plus là, en fait. Et moi, des fois, je déconnecte totalement. Les gens ont l'impression que je suis là, mais je suis plus là. Je suis ailleurs, en fait. Et puis, il y a des fois même où c'est même pas que je suis ailleurs, c'est que tu tombes. Littéralement, tu te prends les pieds dans le tapis, tu es à terre, et tu te fais poignarder par ta douleur de façon brutale. Ça peut être déclenché par des détails. Hein. Ça peut être déclenché par
l'évocation d'un surnom, ça peut être déclenché par une musique, ça peut être déclenché par une expression, une jeune fille que je croise dans la rue et dont le profil est celui de ma fille. Ça peut être déclenché par j'entends ma nièce parler de ses études supérieures, ce que ma fille, moi, vivra jamais. Alors des fois, ça va rien me faire et des fois, ça va me percuter et je me le prends comme un uppercut. Et là, je suis le souffle coupé et je suis dans un état de tristesse. C'est même plus de la tristesse, c'est du désespoir. Et tu te dis, en fait, tu as cette vision. Alors la vision traumatique déjà qui vient te hanter. Et moi, je travaille énormément la vision traumatique parce que clairement, le, le corps mort de mon enfant est quelque chose qui me hante. Et donc ça, là, je vais entamer une thérapie EMDR pour travailler mes flashs traumatiques. Mais ça demandait un peu de résistance. Donc il fallait que je sois prête pour le faire. Donc ça demande un petit peu de temps, il ne faut pas le faire tout de suite. Et puis ensuite, travailler toute la partie du manque, en fait. Parce que tu as tous les jalons, la rentrée des classes, les vacances, les moments en famille, les anniversaires, où il manque quelqu'un, quoi. Et ça, c'est terrible. C'est très, très dur. On a parlé de la colère, on parle de différentes phases de la déconstruction. Tu m'as parlé de ça. Oui. C'est dans l'ordre des choses. On déconstruit, on est en colère. Ça, c'est d'abord ça, avant de se reconstruire. Tu peux nous parler de ce moment-là? En fait, on décrit l'étape du deuil. Donc, il y a d'abord la sidération. Après, il y a la fuite et la recherche. C'est là où on se plonge dans les photos. Il y a la déconstruction. Et ensuite, la reconstruction. C'est 4 grandes phases. Moi, je croyais que c'était très binaire. Donc, j'ai passé la sidération. Donc, je me suis dit, bon, les funérailles, sidération, check, ça, c'est terminé. C'est dans le passé. Et moi, je suis quelqu'un qui est ancré dans le présent et dans le futur. La fuite et la recherche, je regarde moins les photos, moins les vidéos. Ça, c'est bon, c'est terminé. Là, je suis en train de tout faire voler en éclats dans ma vie. Je suis dans la déconstruction. Ça va durer 9 mois. OK. Et après, je vais être dans la reconstruction. Donc là, à horizon fin 2025, je devrais être dans la reconstruction. Chouette, c'est super. Alors, c'est pas aussi binaire que ça. En fait, tu fais des allers et retours. Il m'arrive encore d'être dans la sidération. 18 mois après, en fait. Et il m'arrive encore d'être en colère. Et il m'arrive encore d'avoir des phases de déconstruction. J'ai besoin de tout démolir pour repartir sur des bases neuves. C'est pas pour effacer ma fille. C'est le besoin de remodeler la vie. Parce qu'en fait, quoi qu'on veuille de la vie, maintenant, je dois la vivre sans elle. C'est irrémédiable. Et donc, tu es obligé de reconsidérer plein de choses. Et d'ailleurs, souvent, quand on perd un enfant, je me rends compte dans les témoignages qu'il y a souvent soit l'enjeu du couple, soit l'enjeu du travail, qui sont quand même 2 gros piliers dans la vie. Et j'ai fait du tri dans le travail. J'ai pris des décisions fortes. Et dans ma vie personnelle, mon couple n'a pas résisté à ça. Et j'ai pris la décision en août 2024, effectivement, de partir pour 2 raisons. Parce que j'étais plus du tout heureuse et que je ne trouvais même pas le réconfort dont j'avais besoin au sein même de mon foyer. Et je ne supportais plus de vivre dans cette maison où mon enfant était mort. Et je vais, mi-août, m'installer dans cet appartement qui est en bord de mer, avec un grand balcon avec vue sur mer. Et alors, il y a l'empreinte de ma tante, qui est une femme qui était très chaleureuse et qui avait un goût très sûr. Et donc, je suis dans un endroit qui est très serein, très paisible, dans une résidence très calme, où il y a essentiellement des personnes âgées. Mais du coup, il y a une espèce de climat de sérénité et je suis entourée de gens qui ont eu des grands parcours de vie, cette vue dégagée. Je pense que tout ça contribue au fait que je me couche le soir soulagée d'avoir pris une décision qui était déjà une décision dont on parlait dans notre couple de toute façon depuis des mois. Et donc, je m'installe et cette nuit-là, je dors. Mais vraiment, d'un sommeil sans rêve, plein, entier. Et je me réveille le lendemain assez apaisée, en fait. Et commence à poindre l'idée que je pourrais peut-être m'installer là. Je sais que ma cousine n'a pas l'intention de garder l'appartement de sa maman. Il y a trop de symbolique pour elle.
Et je l'appelle peut-être quelques jours plus tard. Et je lui dis, écoute Aurélia, je voulais te parler de l'appartement de ta maman. Elle me dit, oh là là, je suppose que de vivre dans les affaires de maman, c'est trop dur pour toi. Et je lui dis, bah, écoute, pas du tout, en fait. Je ne sais pas si c'est pas parce qu'elle veille un peu sur moi. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'ésotérique et de croyant. Mais c'est comme si il y avait l'âme de ma tante et de ma fille qui était là pour veiller sur moi à cet endroit, qui est un endroit où quand je referme la porte, je suis dans un espèce de cocon. Et je me sens tellement bien à cet endroit-là. Et je lui ai dit, écoute, retire-le de la vente, je l'achète. Et d'ailleurs, quelques jours après m'installer, j'ai cette vision bouleversante où je m'endors et je me réveille. Je suis tournée sur le côté et en fait, je vois Cléa. Ma fille, elle est là devant moi. Elle se matérialise pendant 1 seconde ou 2, grand max. Et en fait, elle est en train de me regarder dormir. Et je l'interprète comme une forme d'approbation, qui veut dire, maman, tu es au bon endroit. Tu es là où tu dois être. Et je crois que ça ancre ma décision. Et à peine 1 mois plus tard, on va signer le compromis chez le notaire avec ma cousine. Donc là, Élise, tu es dans un cocon, tu as trouvé un moment de paix dans ce chaos. Comment voilà, tu continues à vivre, survivre? Est-ce on appelle ça de la survie toujours ou... Oui, à ce moment-là, je suis encore en train de survivre. Tout est assez irréel. Et puis, il faut organiser la séparation. Je mets en place la garde alternée, c'est la rentrée des classes. Donc, je suis dans un espèce de brouhaha, en fait. J'ai pris énormément de retard dans mon travail parce que je suis à 20 ou 30% de mes capacités. Et en fait, je me fais rattraper par l'administration, par les institutions, et je me fais noyer par le travail. Donc je travaille, mais à chaque fois que je résous un problème, il y en a un autre qui émerge. Et j'ai l'impression d'être un pompier qui éteint constamment des feux. Malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, parce qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté autour de moi. Il y a un moment, ton inaction ou ta mauvaise action, elle a des impacts collatéraux énormes en fait. Et tu te prends tout en boomerang. Donc tu vis le yo-yo émotionnel du dirigeant, mais tes forces sont affaiblies, donc tu craques constamment. Je suis en colère quand les gens se plaignent. Je suis en colère contre les gens qui ont l'impression d'être victimes de tous les maux du monde, alors que j'ai envie de leur dire, mais si tu savais ce que tu vis, c'est rien en fait. Parce que avant, mes problèmes, c'était ça. Moi, maintenant, mon échelle, elle est là. Donc toi, tes petits problèmes, mais ils sont tellement insignifiants pour moi que je ne suis pas en capacité à les recevoir. Donc moi, les gens qui viennent se plaindre, je ne peux plus en fait, je ne supporte plus. Donc quand on me dit, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai un bobo, j'ai un bibi, ça me fait bouillir. Et comme de toute façon, moi, ma carafe, elle est pleine déjà à 99% émotionnellement, toute petite contrariété et toute petite émotion supplémentaire, elle me fait déborder. Et j'essaie de tenir le coup parce que j'ai des engagements et que je suis quelqu'un de très loyal et de très sérieux. Je suis la bonne élève, moi. J'ai le syndrome de la bonne élève. Je veux tout bien faire. Je ne supporte pas quand je fais quelque chose qui n'est pas correct et quand je n'atteins pas les résultats attendus. Parce qu'en plus, je sais que j'impacte le collectif et moi, impacter le collectif, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Que ça impacte ma vie, c'est une chose, mais quand en plus mes problèmes et mes erreurs impactent la vie des autres, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très difficile à vivre. Et là, je me rends compte que tout ça a des dommages collatéraux considérables. Et 14 mois après le décès de Cléa, là, je m'effondre. Je vois mon thérapeute toutes les semaines et à une séance, pourquoi, là, je craque. Je pense qu'il y a eu le truc de trop, en fait. Et là, il me dit, madame, vous êtes totalement épuisée mentalement. Si vous ne ralentissez pas, dans 3 mois, je vous fais hospitaliser. Donc vous choisissez, soit c'est un arrêt total, soit là, vous levez le pied. Donc il dit, on va mettre en place une organisation. Vous ne travaillez pas le matin. Vous vous levez quand votre corps il a décidé que vous étiez prête, parce que je sais que vos nuits sont difficiles. Et le matin, vous vivez à votre rythme. Vous faites ce qui vous plaît. Écrire, jouer de la musique, regarder une série, repasser, faire le ménage. Vous faites ce que vous voulez, mais repos mental, pas de messagerie, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Vous vous coupez du monde et vivez dans votre petit cocon le matin. Et l'après-midi, 14, 19 maximum au bureau. Et vous respectez ce rythme-là le temps que ce sera nécessaire parce que là, il y a besoin de réhabiliter le corps. J'avais plein de petits pépins de santé qui venaient s'accumuler
qui sont la traduction d'un épuisement mental et du fait que je m'octroyais plus de temps pour faire du sport. Donc j'ai repris la course à pied. Je me suis inscrite à des cours de violoncelle. J'ai repris le violoncelle de ma fille et je me suis mise au violoncelle très 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 sérieusement. Je passe même mon examen de fin de premier cycle à la fin de l'année. Et en fait, je reprends pied tout doucement. Alors régulièrement, il y a des moments où ça reflue. Tu as des médicaments, tu me disais que... Ouais, j'ai introduit un traitement à ce moment-là. À ce moment-là, j'accepte. Alors pas tout de suite, je m'effondre, je mets en place un nouveau rythme, je laisse passer les vacances. Et au mois de septembre, donc ça fait 3 mois que je suis en mi-temps thérapeutique, là, je comprends qu'en fait, j'ai beau avoir mis tout en place, la reprise du sport, le mi-temps thérapeutique, je vois que je m'en sors quand même pas très bien. Et j'entends un podcast d'un couple là, qui témoigne, un couple qui a survécu à la mort de son enfant. Leur fille s'est suicidée. Ce qui m'a frappée, c'est que je me suis retrouvée dans leur parcours de deuil. Et ils expliquent tous les deux, et ils convergent qu'il y a une chose qui les aide vraiment, c'est qu'ils se sont fait aider chimiquement par un traitement antidépresseur et que de temps en temps, il y a même besoin de prendre des anxiolytiques dans les journées particulièrement difficiles et que ça, c'est vraiment la béquille qui permet d'avoir une vie à peu près normale. Ça te permet de te rééquilibrer, c'est ça? Tu m'expliquais dans le cerveau, justement, il y a quelque chose qui ne se fait plus Oui. quand on a un drame comme le tien et Ouais. que le médicament va essayer de tromper ça, en fait. C'est ça, exactement. En fait, je tombe sur un remplaçant, un jeune médecin, très très jeune médecin la nouvelle génération de médecins est assez incroyable. Bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors je dis bon, là maintenant je viens aborder le sujet du fait que moi je vais pas bien. Alors il me dit faut arrêter d'édulcorer, madame, vous êtes en dépression, de deuil. Faut arrêter de se mentir. Et il dit on ne peut pas se sortir de la dépression sans aide médicamenteuse. Vous avez beau être très forte. Il dit je sais que vous êtes très forte, mais il y a un moment il faut de l'aide. Et je venais d'écouter ce podcast, donc j'arrivais quand même déjà à moitié convaincue. Et là il m'explique le mécanisme. En fait il comprend que j'ai besoin de comprendre. Il comprend mes blocages par rapport à mon histoire et Cléa et l'échec qu'on a eu à la sauver avec les médicaments. Néanmoins il sait que j'ai fait aussi ce travail thérapeutique qui me fait me dire que c'est pas lié et que son histoire c'est pas mon histoire. Et que mon combat, c'est pas son combat. Moi, je suis pas malade. C'est une chimie qui s'est dérégulée parce qu'il y a eu un choc traumatique, parce que ce que je vis est terrible. C'est une tragédie, on peut le dire. Et que cette tragédie, elle a eu un impact sur mon fonctionnement cérébral et que cette sérotonine qu'on sécrète naturellement et qui permet à nos neurones d'interagir les unes avec les autres, je la sécrète plus. Et que si je la sécrète plus, il va falloir réenclencher mécaniquement quelque chose pour que je retrouve naturellement ce fonctionnement. Et donc je sais que je suis partie pour au moins 6 mois de traitement. Mais il me dit mais on va démarrer avec des doses toutes douces. Il dit peut-être ça vous suffira, il n'y aura pas besoin de les augmenter. Et il dit et gardez une petite boîte d'anxiolytiques dans votre sac à main pour les jours un peu durs. Les jours où vous vous sentez percuté, les jours où il y a un coup violent, où il y a le coup de massue qui vous fait trébucher. Et ben, pour vous relever, prenez l'anxiolytique et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Et j'ai pas eu à le prendre très souvent, mais effectivement, je l'ai toujours dans mon sac. Et quand je sens que c'est une journée qui va être plus difficile que les autres, parce que voilà, il s'est passé quelque chose qui m'a fait trébucher. Je cherche plus à comprendre ce qui me fait trébucher. Je l'accueille, en fait. Et j'ai appris aussi à accepter que cette douleur, elle ferait partie de ma vie, en fait, et que c'est pas quelque chose que je peux repousser. Donc en fait, j'ai décidé de l'accueillir. Et donc quand la tristesse, elle arrive, eh ben, je la vis. Je la reçois. Et je la vis pleinement. Alors c'est très dur, c'est très violent physiquement, parce que je le ressens dans mon corps, je le ressens dans mon ventre. Moi, j'ai mal au ventre, en fait. Quand je pleure ma fille, je ressens un vide. C'est comme si on m'avait retiré tout mon appareil reproducteur. Et je ressens comme un trou dans le ventre. Et donc dans ces cas-là, là, je suis recroquevillée. Et ça peut prendre quelques heures. Et c'est dur. Mais je me relève tout le temps. Il faut laisser passer, en fait. Il faut l'accueillir et il faut se dire, c'est normal d'avoir mal. J'ai perdu mon bébé.
Élise, tu me parlais, quand on a préparé cette émission, justement, de ton angoisse, c'est d'oublier Cléa. Mais voilà, c'est une angoisse qui est normale, on va dire, pour les personnes qui sont en deuil. Je pense, ouais. En fait, ça me tenaille même. C'est quelque chose qui est une de mes plus grandes angoisses, c'est que moi, j'oublie Cléa et que le monde oublie Cléa. Et j'ai vraiment besoin de continuer à la faire vivre, pas que parce qu'elle a fait et l'empreinte qu'elle a laissée, de ce qu'elle a pu prodiguer, mais aussi, moi, la peur d'oublier tous ces moments de joie et d'amour que j'ai partagés avec elle, tous ces souvenirs qui jalonnent ma vie de maman, dans la relation qu'on avait elle et moi. Et j'ai une angoisse terrible par rapport à ça, parce que en fait, je n'ai plus que ça d'elle. Je peux plus la serrer dans mes bras, je peux plus la respirer, j'ai plus son odeur, j'ai plus son sourire, j'ai plus son rire. Elle avait un rire cristallin incroyable. Et sa démarche, ce qui faisait que je pouvais la reconnaître très vite dans une foule, tout ça, je l'ai plus. Et donc, les souvenirs, c'est tout ce qui me reste. J'ai cette espèce de terreur qu'un jour mon cerveau me prive de ça. Et donc j'écris. Voilà, l'écriture, c'est vraiment c'est de la thérapie, on en parle souvent. Oui, absolument. En fait, je pense que j'ai commencé à écrire à des fins thérapeutiques, alors de façon totalement inconsciente. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Et en fait, j'ai commencé à écrire sur Instagram d'abord, toutes les semaines, en fait, tous les samedis, j'écrivais. J'écrivais sur Cléa, j'écrivais sur mon deuil. Et j'ai commencé à avoir un paquet de posts. Et en fait, je les ai synthétisés dans un fichier que j'ai intitulé « Après Cléa ». Et un fichier Word. Et puis un jour, je réalise qu'il fait une centaine de pages déjà. Et en fait, surtout, entre deux, la semaine, il m'arrive d'avoir besoin d'écrire. Et de me mettre derrière mon PC et dans une situation d'émotion particulière, d'avoir besoin de poser les mots. Une fois de plus, je pense que les poser me permet d'éclairer ma pensée et d'avancer sur le chemin du processus du deuil. C'est un outil de conscience, c'est un outil de compréhension, c'est un outil d'évacuation aussi, comme si je vomissais ma douleur quelque part, mais du coup je la couche avec des mots. Et il m'arrive de me relire aussi, ça me fait du bien, parce que je vois le chemin parcouru quand je me relis 6 mois avant. Et puis, je réalise que mon fichier, il fait 220 pages. Un livre, finalement. Presque un livre, oui. Et cet été, je déjeune avec un ami, Bertrand, qui est journaliste. On s'envoie des livres. Et il a toujours un petit mot très tendre, souvent le 11. Il m'envoie un message pour juste dire qu'il pense à moi aujourd'hui, parce qu'il sait que les 11 sont des journées difficiles. Et on déjeune ensemble près de chez moi, un midi, il fait beau, c'est très agréable. Et il me dit, tu sais Élise, je lis avec attention tes posts Instagram et tu exprimes vraiment bien ton chemin du deuil. Et puis il dit, tu parles tellement bien de Cléa que j'ai l'impression de la connaître, parce que lui, il l'a jamais rencontrée. Et il me dit, j'ai vraiment l'impression de bien la comprendre et de la connaître et de comprendre aussi sa décision. Et je la respecte et il me dit tu devrais écrire la légende de Cléa. Et je venais de lui partager ma terreur de l'oublier. Il m'a dit écris la légende de Cléa. Il dit si ça peut te libérer de ta terreur, de poser tes souvenirs. Il me dit mais va plus loin. Il dit écris Cléa selon les autres aussi. Et interroge. Donc là pour le moment j'écris Cléa selon mes souvenirs. J'ai écrit Cléa à travers son art. C'est-à-dire que je reprends toutes ces productions artistiques et j'essaie de les commenter, de les recontextualiser. S'il y a une date dessus, j'essaie de la commenter pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et en fait, si j'écris la légende de Cléa, elle sera ponctuée de toutes ces productions artistiques, puisqu'elle a été très productive de 15 à 18 ans. Et elle a fait des choses assez incroyables. Et j'ai besoin de poser, de graver dans le marbre, en fait, qui elle était. Et au même titre que j'ai eu besoin de lui faire une belle pierre tombale sur laquelle on a mis un mix entre le vivant et le figé, c'est-à-dire qu'en fait, sa tombe, c'est une pierre ouverte à l'intérieur. Donc c'est juste un contour en marbre sur lequel on a gravé son nom, évidemment. Et à l'intérieur, en fait, c'est des plantes, des fleurs. Et donc c'est un jardin, sa tombe.
Et j'avais besoin de faire cohabiter le vivant et le mouvement et la vie et le futur et les saisons aussi, parce que du coup, je plante et je déplante. C'est pas une tombe figée. Et là, typiquement, il y a quelques semaines, avec ma maman, on a passé 2 heures toutes les deux à mettre des fleurs d'automne pour que ça reste fleuri. Et on a tout nettoyé à grande eau. Ça te fait du bien? Ça me fait énormément de bien. Je vais 2 à 3 fois par semaine sur sa tombe. 2 à 3 fois, ouais. C'est un moment où tu es avec elle? En fait, je vais voir ma fille, clairement, oui, c'est ça. Et parfois, c'est un moment de recueillement. Parfois, je lui parle. Parfois, même, je lui pose des questions. Parfois, c'est très dur. C'est très douloureux. Et il peut me falloir quelques heures avant de me remettre. Mais il y a des fois où c'est paisible. Et je suis très, très silencieuse. Il m'arrive de lui lire son livre préféré. Il m'arrive de lui mettre de la musique, les musiques qu'elle aimait. Et puis oui, je lui parle. Et puis des fois, il y a des petits phénomènes touchants. Comme du coup, il y a beaucoup de fleurs, il y a régulièrement des papillons. En plus, le cimetière où elle est enterrée, c'est le village dans lequel elle a grandi, dans lequel elle est née et dans lequel elle a grandi. Et elle jouxte l'école. Et en fait, j'aime bien y aller sur le temps du midi parce que les enfants jouent dans la cour de l'école. Et je les entends en fait. Et j'entends la vie qui jouxte la mort. Et ça me permet d'éviter de chuter en fait. Et de retomber dans les idées sombres de ce 11 mai. Je revisionne pas ça en fait. Je m'ancre dans le présent et dans le futur quand j'entends les enfants crier dans la cour de l'école à côté. Ça me fait beaucoup de bien. Parce qu'elle avait choisi cet emplacement. Même ça, elle l'avait choisi. Ouais. Elle était allée repérer au cimetière. C'est dingue. Ouais. Et on a eu le dernier emplacement de ce cimetière, qui est un emplacement magnifique. Et alors, je passe mon temps à retirer les petites boules rouges de livres qui tombent sur sa tombe. Mais ça m'occupe. Mais voilà, et du coup, j'ai toujours des gants et un sécateur avec moi dans le coffre de ma voiture pour entretenir sa tombe. Et c'est quelque chose qui quand même me fait globalement beaucoup plus de bien que de mal. Bon. Est-ce qu'on peut dire que tu vas mieux? Alors là, je l'ai encore dit très récemment, oui, je vais mieux, ça ne veut pas dire que je vais bien. Merci beaucoup, Élise, pour ces mots. Moi, je suis très émue. C'était vraiment bouleversant. On te souhaite encore beaucoup de courage dans ce parcours. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager. Et si vous aussi, vous avez besoin de témoigner, vous vivez en Normandie, vous êtes les bienvenus ici dans le studio en Normandie. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est un moment bienveillant quand même. Tu encourages justement les gens à témoigner? Oui, j'encourage les gens à témoigner parce qu'en fait, moi, je me nourris de ces témoignages. Voilà. J'en ai besoin moi-même parce que c'est un parcours qui est tellement... parfois, on peut se dire, je ne vais jamais m'en sortir, qu'on a besoin d'avoir cette espèce de lueur d'espoir. Moi, l'image que je donne souvent à mon thérapeute, c'est celle du tunnel. J'ai pas besoin de sortir du tunnel. J'ai besoin de savoir qu'il y a une lueur au bout du tunnel et qu'un jour j'en sortirai. Je sais que ce tunnel, il est très très long et qu'il y a des fois où on va m'éteindre totalement la lumière. Mais j'ai juste de savoir qu'il y a une issue et donc que d'autres parents s'en sortent et retrouvent une vie presque normale, teintée de douleur et teintée du manque, teintée d'une tristesse indescriptible, mais néanmoins de retrouver de la vitalité et de retrouver aussi une forme de normalité, besoin de retrouver une vie un peu plus réglée, un peu moins fragmentée, mais de savoir que d'autres y arrivent. Je sais que je suis suffisamment courageuse et résiliente pour y arriver, que je suis très très entourée, que j'ai des gens autour de moi exceptionnels, j'ai une famille incroyable, deux petites filles adolescentes qui sont en pleine crise d'adolescence, toutes les deux, et qui du coup me raccrochent aux réalités de la vie. Et tout ça, c'est quelque chose de précieux. Ça m'aide à être courageuse en fait. Mais oui, il faut être courageux et cet exercice, certes, nécessite du courage, mais il y a des parents qui ont fait cet effort-là et ça m'a tellement aidée que j'ai essayé de trouver la force pour venir témoigner, oui. Merci beaucoup pour ton courage, tes mots. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager. Et si vous aussi, vous éprouvez le besoin ou l'envie de témoigner, vous vivez en Normandie, vous êtes bien sûr les bienvenus dans le studio d'Extraordinaire. N'hésitez pas à m'écrire pour me raconter votre histoire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Extraordinaire.